Merci, merci Alexandre, merci Lachlan, merci Vincent. Alors, je ferai 15 minutes, après je m'arrête, peut-être je peux prendre quelques questions. D'abord, merci de m'avoir ici et également mes excuses pour ne pas rester avec vous. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment d'innovation, il faut toujours en parler. Donc, j'aurais aimé rester avec vous, mais justement, je serai après à Plan-les-Ouates parce que les représentants de la Banque nationale suisse viendront voir la Fongite et des startups de la Fongite pour discuter de ces sujets-là, pour voir comment on peut favoriser l'innovation à Genève. C'est un rendez-vous qui est organisé depuis 3 mois et j'ai pratiqué mon allemand, mon suisse allemand, donc je vais mettre au service de ça. Du moment que tu parles français maintenant. Tu as vu? Mon accent, je commence à faire même la R maintenant. Je suis hyper content. Ma fille se moque de moi, mais quand même. Alors, je vous donne un peu les cadres. Et pour vous donner les cadres de la discussion, vous aurez après 3 personnes qui sont vraiment très, très bien dans les panels qui pourront élaborer également. Vous avez 2 entrepreneurs qui sont soutenus par la Fongite, en fait, à différents titres, avec des technologies et des innovations qui sont en fait différentes. Et c'est ça un des éléments importants de Genève. Alors d'abord, quand on parle d'innovation, il faut se rappeler qu'on parle d'innovation dans le sens large. Donc la plupart de l'innovation, en fait, elle est faite encore à travers les PME. Donc moi, je vous donne un domaine d'innovation qui est assez limité. Ma vision, elle est en fait partielle parce que je m'occupe des startups et des startups en particulier technologiques, qui fait toute une petite partie. Une partie qui est grandissante, qui est de plus en plus importante, mais juste pour voir qu'aujourd'hui, l'innovation, il faut la voir dans le sens large où différents acteurs interviennent. Premier constat. Deuxième constat est qu'on n'aura jamais la réponse, le silver bullet, qui va répondre à toute question. Parce que quand on parle d'innovation, on parle de système d'innovation, on parle souvent d'un mot qu'on répète toujours, on s'abuse de ces mots, on parle d'écosystème. C'est quoi un écosystème? Le seul écosystème que je connais, c'est celui que j'ai dans mon frigo de la Fongite, après une semaine que les entrepreneurs laissent leurs choses traîner. Ça, c'est un vrai écosystème, un écosystème vivant. Mais l'écosystème, on utilise l'écosystème parce qu'on parle d'un milieu où différents acteurs, un milieu homogène, où différents acteurs peuvent intervenir. Et pour avoir un écosystème d'innovation qui marche, on doit avoir différents acteurs. Donc, je vous donne un peu les acteurs qui, à mon avis, les acteurs principaux qui doivent exister afin que ces écosystèmes puissent se développer. Et après, j'espère de pouvoir aborder les rôles de chacun. Et ensuite, on pourra ouvrir le débat, je pense. Un écosystème, et peut-être répondre aux questions, les questions qu'Alexandre viendra de poser. Donc, typiquement, est-ce que c'est suffisant pour attirer les talents d'implanter un centre d'R&D ici à Genève? Est-ce qu'on fait assez d'un point de vue du gouvernement? Quel est le rôle des privés dans ces choses-là? Comment Genève peut sortir de cette accélération décroissante par rapport à d'autres cantons? Donc, ces questions ont toutes les réponses qui sont liées à l'écosystème. Donc, un bon écosystème est fait de différents acteurs. Les entrepreneurs.
d'abord. Bon. Après, je dirais les universités, les hautes écoles, les centres de recherche. Après, l'accès aux talents. Après, l'accès aux capitaux, à la finance. Après, les privés, les industries qui doivent intervenir. Les gouvernements, bien sûr. Et les rôles de toutes les organisations, un peu comme la FONGIP, donc les facilitateurs d'innovation. Moi, je dirais 7, plus ou moins. Alors, commençons par les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un manque à Genève d'entrepreneurs? Non. Non. Il faut comprendre par contre quel type d'entrepreneur on cherche. Et à nouveau, rappelez-vous que je suis un peu biaisé par rapport à mon domaine d'activité, innovation technologique. Et on cherche des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs déjà assez expérimentés en fait. L'âge moyen d'un entrepreneur innovant technologique en Suisse, mais je dirais dans le monde, est 35 ans. À Genève, elle est un peu plus, même vers la quarantaine. La raison elle est simple. Si vous faites de l'innovation technologique, souvent vous avez besoin d'expérience en fait. Soit vous travaillez aux universités, postdoc, mais même les entrepreneurs doivent faire plusieurs faillites justement avant de commencer à lancer la société qui va avoir du succès. Ça c'est normal. D'ailleurs, la FONGIP, elle est née sur la base de 2 échecs. L'entrepreneur de la FONGIP a échoué 2 fois avant de créer la société qui s'appelle LEM, qui est cotée sur la bourse, qui emploie plusieurs centaines de personnes. Et justement, lui voulait donner un retour. Il a créé la fondation en disant « Je ne veux plus qu'un entrepreneur doit faire tous les pénibles chemins que j'ai faits ». Donc, l'échec est à la base de la culture entrepreneuriale. Et l'entrepreneur doit être quelqu'un qui, finalement, doit essayer, doit s'expérimenter. Deuxième, donc, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a. C'est le milieu. Après l'économie, il y a ces concepts de l'entrepreneuriat qui commencent à devenir même un sujet de formation aux universités. C'est très, très important, ça. Donc, c'est un élément qui, à mon avis, va dans le bon sens, partout. Deuxième élément, les universités, centres de recherche et autres. Là, ça a été, à mon avis, une des manques principaux de Genève. Pas parce qu'on ne l'avait pas, bien au contraire, parce qu'on en avait trop. Parce qu'on avait une densité d'acteurs différentes. Vous avez l'Université de Genève, l'EPFL, le campus biotech, le campus biotech lui-même, les VIS, les CERN, organisation internationale qui est unique dans le monde, une densité énorme, mais très, très fragmentée. Donc la fragmentation était le problème vis-à-vis d'autres cantons, où vous aviez les polytechniques, Zurich et Lausanne, qui évidemment dans leur mission unique étaient très, très forts. Mais on rattrape le retard là, parce que les universités et les hautes écoles ont commencé à travailler ensemble, à travailler avec des organismes comme la FONGIP, et donc je pense que ça va dans le bon sens. Les Technology Transfer Office, qui était vraiment la base justement de ces ponts entre les universités et l'entrepreneuriat, désormais ont des processus qui marchent bien. Donc la fragmentation devient un point de force, je pense, parce que c'est la diversité. Densité et diversité. Raison pour laquelle vous voyez maintenant apparaître sur Genève des domaines d'activité qui n'existaient auparavant. Donc, toutes les sciences de la vie des convergences, tout ce qu'on appelle justement des problèmes médicaux qui sont résolus à travers la physique du CERN. Donc, Société de la protonthérapie, Société de la médecine nucléaire et autres. Je touche très vite parce que je suis déjà à 8 minutes. Donc, accès au talent, hyper important. Ça, c'est un manque. Et je reviendrai dans le rôle du gouvernement là. Si vous demandez à tous les entrepreneurs, c'est quoi la première raison pour laquelle la société n'arrive pas à se développer comme elle aurait voulu, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les talents. Les talents sont chers s'ils les trouvent. Et je reviendrai dans le rôle du gouvernement. Autre point, c'est l'access to funding, les financements. Pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Je l'ai dit et je suis un peu contre-courant. Pourquoi? Parce que les bons projets trouvent toujours l'argent
Et parce que l'argent, en fait, ça dépend quand. L'argent qu'on cherche, les venture capital, souvent on dit ah, bah, l'État devrait favoriser les venture capital. Oui, mais ça va arriver naturellement. Parce que s'il y a des bons projets, les venture capital arrivent. Preuve en est qu'en Suisse, on est toujours à la hausse par rapport au financement des projets. 2019, on avait levé 2,1 milliards. 2020, 3 milliards. 2021, 3 milliards. Cette année, mi de cette année, on a levé déjà environ 2,6 milliards de fonds privés qui sont entrés dans les sociétés. Donc pour moi, c'est une évidence, ça va venir. C'est la conséquence. Pour moi, c'est les derniers acteurs qui rentrent dans l'écosystème. Par contre, les préamorçages, donc démarrer les projets, les premiers millions pour les projets, là, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ce sont des activités qui sont habituellement de plus en plus en faveur des entités comme la Fondation, comme la Fongite, comme la FIT dans les cantons des Vaud, comme d'autres acteurs dans tous les autres cantons. Ça, c'est du préamorçage qui est bien trop risqué pour avoir des privés intervenir souvent. Les industries, le rôle des industries et des secteurs, hyper important. Là, c'est un des mots que Alexandre probablement va toucher. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez qu'on est toujours première dans les classements de l'innovation dans le monde. Oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais une des choses où nous sommes vraiment en retard par rapport à d'autres pays, c'est la capacité d'interagir entre les industries et les startups. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a un manque de confiance, il y a souvent un manque de préparation des industries comme par rapport aux startups. On est toujours un peu lost in translation parce que la startup pense avoir un produit qui est prêt au niveau d'une société, mais la société dit non, non, ce n'est pas prêt selon mon niveau de qualité. Donc il faut vraiment arriver à trouver le bon équilibre. Mais il faut quand même du courage de favoriser de la part des industries, de la part des sociétés déjà établies et assez grande, l'innovation. C'est une évidence qu'aujourd'hui, et l'industrie de la pharma l'a compris déjà il y a 20 ans, que l'innovation vient de l'extérieur. On ne fait plus d'innovation interne, en fait. Et je vais toucher un mot, supporting organization, là-bas la Fongite, que c'est un acteur, en fait, c'est un catalyseur. L'écosystème, il est là, et après, on a quelqu'un qui arrive à fédérer tout. Et dans l'écosystème d'innovation, un des mots un des plus importants, c'est la masse critique, avoir la taille critique afin que les choses puissent se développer toutes seules. Et la Fongite, c'est parmi d'autres qui font une très belle activité, et on est là pour favoriser ça. Mais venons au point que je voulais toucher, c'est le gouvernement. Qui finalement est un peu un rôle qui joue plusieurs rôles en fait. Vous pouvez avoir un gouvernement qui est un gouvernement qui fait des investissements, un gouvernement qui favorise en général avec les conditions cadres, un gouvernement qui est également un entrepreneur, donc des state entrepreneurs, des state investisseurs. Et ça dépend de la politique d'investissement et ça dépend de la politique économique de chaque pays. Vous avez vu en France, par exemple, où vous avez un État qui est très actif, l'État investisseur à travers la BPI, très actif dans les investissements directs. Et ça marche très bien. Avec un seul commentaire où ils ont dit on ne va pas investir, on ne va pas réinventer un rôle qu'on ne connaît pas. Ils font que du fund matching. Donc, s'il y a un privé qui met de l'argent, ils vont mettre de l'argent à côté. Et ça accélère énormément. L'État qui est ensuite l'État qui favorise à travers des entités comme la Fongite, qui donne de l'argent à travers des entités comme la Fongite, comme le fait l'État des Vaud dans la FIT. Et également l'État qui est un client. Ça, c'est très important. L'État client. L'État, un peu comme les industries qui doivent intervenir, doit être les premiers à favoriser les startups. Donc, on a des projets qui devraient en fait être favorisés par rapport à d'autres sociétés. Si on doit prendre des machines automatisées qui font du café durable, il ne faut pas aller chercher des sociétés établies et multinationales parce qu'elles sont plus sûres. Il faut aller avec des sociétés comme des startups comme Yenoa, par exemple. Ça, c'est l'État qui doit faire ça.
Alors, qu'est-ce que je vais dire dans les 2 dernières minutes? Je vais dire que par rapport à Genève, les talents, oui, les talents, ça c'est le point, en fait, pour moi, le plus important. Vous avez vu ce qui s'est passé à Zurich. Zurich, en 2004, ils ont décidé, Google, de s'implanter là. Est-ce que ça a servi? Énormément. Aujourd'hui, Google a 4000 personnes, je crois, à Zurich. Et autour de Google, on a justement catalysé toute une série de startups. Aujourd'hui, le pôle de l'ICT est en fait à Zurich. Vous voyez les classements des premières 100 startups sont des startups qui sont dans la fintech, en général dans les softwares, et qui viennent de la zone de Zurich ou de Zug, mais finalement c'est la même chose. Donc pour moi, ça c'est énorme, parce que c'est justement le rôle des catalyseurs de Zurich. Mais il y avait également les polytechniques, il y avait également les entrepreneurs, il y avait tous les autres éléments de l'écosystème qui sont nécessaires. Donc l'État, qu'est-ce qu'il devrait faire là? Quand on parle des talents, aujourd'hui on a des sociétés, Genève a un autre problème qui est proche de la France. C'est un problème, c'est une opportunité et qui est un problème. Mais aujourd'hui on le joue comme problème en fait. Pourquoi? Parce qu'on voit de plus en plus de sociétés qui décident justement de se délocaliser en France. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent à Genève les pôles plus importants, les pôles où les fondateurs sont là pour des raisons souvent presque fiscales. Et après, ils commencent à développer, en fait, les gros de la plupart des gens qui vont engager sur la France. Parce que là, ils ont le crédit d'impôt, donc la capacité justement de payer moins les talents, et la BPI qui intervient en direct avec du financement. Donc ça, c'est un risque de concurrence que je vois de plus en plus arriver. Après, il y a également une accélération par rapport à cela, car, comme vous le savez certainement, on a en Suisse abandonné la capacité de rentrer dans les projets européens. Donc, c'est un autre sujet qui accélère ces processus, surtout pour des projets qui sont deep tech, projets qui ont beaucoup d'IP et qui décident de se localiser en France. Ça, c'est un vrai problème pour moi, pour Genève. C'est hyper spécifique de Genève, mais ça risque d'avoir un impact. Donc, tout ça pour dire quoi? Est-ce que Genève est en retard ou pas? Je ne pense pas. D'abord, c'est un peu années 90, parler des cantons. Il faut toujours se relativiser. Bien sûr, on parle des cantons parce que le financement de la FONGIP vient du canton de Genève, une partie du financement. Mais quand on se rapproche à des investisseurs, vous croyez qu'ils savent la différence entre un canton de Vaud et le canton de Genève? Non, ils s'en fichent complètement, complètement. En fait, même s'il y a un Chinois qui arrive ici, normalement, je dis bienvenue en Suisse, où Genève est la capitale. Et il est content. Il est content. Il comprend. Ah oui, bien. Donc, il faut, et nous collaborons toujours avec tous les autres acteurs du canton de Vaud, de Zurich. C'est une évidence. Si on doit relativiser, la population de la Suisse est 8 millions environ, et Londres est 8 millions. Sauf que la Suisse a levé 3 milliards l'année passée, et Londres a levé entre 8 et 11 milliards. Donc, c'est ça la comparaison qu'il faut faire. Mais vous voyez, c'est une comparaison au niveau suisse. Après, Genève, dans les spécifiques, tu parlais, Alexandre, dans les premiers 3 cantons. Ça dépend. L'année passée, non. Les premiers 6 mois, dans les levées de fonds, Zurich est à 1,3 milliard et Genève est à environ 460 millions de levées de fonds. Et Lausanne vient après avec 300 millions de levées de fonds. Zurich a eu en plus Climate Work qui a levé 600 millions, donc un monstre chiffre. Donc ça dépend. On est encore trop petit pour savoir qui va être en premier. Certainement, c'est vrai qu'on est en train de polariser les choses. Zurich avec toute l'ICT, SaaS, blockchain, et Genève, Lausanne, donc l'arc lémanique avec les sciences de la vie, avec des types d'innovations un peu spécifiques. Voilà, je m'arrête là parce que c'est vraiment 18 minutes. Et désolé pour ça, mais je prends peut-être quelques questions, Alexandre. Je te laisse suggérer. Oui, volontiers. Est-ce qu'il y a... Dis-nous, tu pars exactement à quelle heure? Non, je pars dans 15 minutes. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Alors, si c'est pas... Quelle question? Allez-y. Une question. Vous avez parlé de la relation avec la France. Oui. Bon, je veux qu'on a un problème. Quelle serait l'opportunité pour vous?
L'opportunité, c'est justement, c'est une très bonne question. L'opportunité, c'est de pouvoir accéder à des talents qu'on ne trouve pas en Suisse dans la quantité, pas dans la qualité. La qualité suisse, c'est l'exception des talents. Mais les polytechniques n'arrivent pas justement à former tous les besoins. Alors, à Genève, on peut taper à Lyon, on peut taper à Grenoble, on peut taper même dans le sud de la France. Moi, j'ai des sociétés qui embauchent des gens de là, qui viennent ici. Et la partie francophone, justement, ouvre tout un canon assez important. Je pense que c'est une vraie opportunité. Est-ce que ça ne relève pas aussi des problèmes de formation? Parce que finalement, ça fait quand même un certain nombre d'années que certains types d'industries vont chercher en France les talents. L'horlogerie, par exemple, ne forme pas assez. L'informatique, la logistique, c'est des problèmes récurrents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire en amont au niveau des filières de formation? Alors, d'une certaine manière, oui, ça dépend des secteurs. Évidemment, l'horlogerie, oui, c'est clair, mais à nouveau, je parle d'innovation technologique start-up. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de créer, de cadrer ou décaler des cours de formation dans des domaines trop spécifiques, on est en retard. Parce que les temps qu'on met en place quelque chose, on est déjà en retard par rapport à la suite. Et on les voit, par exemple, dans le digital marketing. C'est impressionnant ce qui se passe. Si on forme quelqu'un de digital marketing, il est déjà un peu outdaté après dans qu'il sort. Donc, pour moi, la vraie formation, c'est au sein des entreprises. Et d'ailleurs, la raison de Google. Les Google, ils sont là, ils travaillent, et après, ils sont embauchés par d'autres startups ou elles-mêmes créent des startups. Sur la question de la formation, Olivier Depierre, parce que dans vos multiples casquettes, vous donnez des cours vous-même. Oui, en fait, je pense que tu l'as dit, il y a 3 éléments fondamentaux, mais je pense qu'on en reparlera aussi. Il y a la communication, l'information et le financement, je pense, dans lesquels on va créer les conditions cadres. Alors, si on parle maintenant juste de la formation, puisque vous voulez parler là-dessus, moi, je suis un très bon exemple, parce que j'ai suivi, à mon avis, dans mon domaine qui était le domaine du droit bancaire, la meilleure formation qui existe en Suisse à l'Université de Genève, qui est le CAS Digital Finance Law, dans lequel, après l'avoir suivi, j'ai la chance d'enseigner 2 modules. Et là, on est vraiment à la pointe, à Genève, à l'Université de Genève, en matière de formation sur tout ce qui est la finance numérique. Donc là, je pense qu'on n'a pas à rougir du fait qu'il y a un autre CAS semblable à Berne, mais je crois qu'on est bien là. Mais tu vois, tu parles du CAS qui est justement plus court. C'est uniquement académique universitaire, la formation non universitaire aussi, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est intéressant. En fait, ça doit changer la modalité d'enseigner les choses. Parce que si je commence et je pars pour quelque chose qui dure 3 à 4 ans, peut-être c'est trop long, en fait. Il faut une dynamisme complètement différente. Oui, là, c'est une année. Ah. Un emploi. Ah. Il y a encore une question pour Antonio. Oui. Vous parlez du besoin de main-d'œuvre aussi et de personnes spécialisées pour les startups. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faciliter là-dessus aussi des procédures d'engagement de main-d'œuvre étrangère notamment? Oui. Alors, 60% des entrepreneurs, 70% des entrepreneurs qui viennent à la Fongite ne sont même pas suisses. Et d'ailleurs, c'est une métrique qui est diffusée partout dans le monde. 50% des entrepreneurs, 50% des fameuses licornes dans Silicon Valley sont faites par des immigrés. Donc, l'aspect de l'immigration qualifiée est un des éléments importants de ça. Mais au-delà, c'est vrai ce que vous dites, même les employés doivent avoir un processus beaucoup plus facilité. Moi, je dis qu'il y a 2 niveaux là. Les gens qui sont déjà à l'université et pour lesquels, quand ils finissent leur PhD ou postdoc, peut-être après, ils doivent quitter la Suisse. Des données, justement, des permis qui peuvent le faire rester 2 ans, là, c'est déjà hyper bien et ça permettrait justement de retenir des talents qui sinon sont partis et sont perdus. Et après, et peut-être vont devenir soit des entrepreneurs, soit ils vont être engagés par quelqu'un. Et après, il y a tous les thèmes, justement, de favoriser le capital humain à rentrer en Suisse. Moi, vous sentez de mon accent parfait, malgré le fait que Alexandra se moque de moi, que je suis migré, en fait. Je suis migré ici. Et je pense que j'ai fait partie de cette génération qui a été invitée en Suisse, et qui respecte énormément les pays qui nous accueillent et qui donc est prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire rayonner la Suisse et Genève dans les cas particuliers. Cette énergie-là, vous la retrouvez dans tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui sont à la Fongite ont cette ambition-là.
Et je pense que ça, c'est assez important à préserver. Donc, dans les concrets, oui, il faudrait favoriser un accès facilité au permis de séjour, au permis de travail pour des gens qui travaillent dans les startups, avec des temps limités, bien sûr, parce que la startup, elle est là aujourd'hui, peut-être demain, elle sera disparue. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Il y a également un point fiscal lié à ça, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder, parce que pour moi, ça ouvre un monde. Que si vous... C'est un sujet que nous aimons beaucoup à la Chambre, qui nous mobilise passablement. Oui, merci pour la question, Alexandre. Cela me permet. Alors, il y a un problème parce que je crois de ne pas avoir les mêmes avis de la Chambre, mais je le dis quand même. Alors, il y a un des sujets qui ça devient de plus en plus important pour l'écosystème suisse en général et genevois en particulier, c'est justement le traitement fiscal. La fiscalité de l'emploi, on a déjà discuté un peu, les crédits d'impôt et tout ça, ça permettrait justement de baisser les coûts de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc de devenir compétitif avec, par exemple, la France, de devenir compétitif avec d'autres pays, d'attirer également des talents qui viennent de l'étranger à s'installer. Ça, c'est un sujet. Après, l'autre sujet qui est un bon problème à voir, mais que ça reste un problème, avec un secteur d'innovation qui est en train de grandir, avec des sociétés qui commencent à développer, qui commencent à augmenter leur valorisation, on a un problème. On a un problème qui devient justement le traitement fiscal de la valorisation des sociétés elles-mêmes, et donc également d'un outil qui est de plus en plus utilisé pour retenir, pour attirer et retenir le talent, qui c'est les plans d'intéressement. Donc vous savez, les stock options, les actions qu'on donne. Ça, aujourd'hui, on a, pour moi, une bombe nucléaire qui est en train d'exploser pour toutes les sociétés. Je parle des sociétés qui commencent à avoir 100 personnes, 150, 200 personnes dans toute la partie ICT à Zurich. C'est un vrai problème parce qu'on a des sociétés qui grandissent beaucoup plus vite. Et là, on n'a pas les outils. Donc, typiquement, on a la question de l'impôt sur la fortune. Donc, dès que vous avez des actions, vous commencez à payer des impôts sur la base d'un argent que vous n'avez pas. Et si la société valorisait des millions et des millions et des millions, vous continuez à payer de plus en plus d'impôts à cause d'un succès qui n'est pas encore réalisé. Ça, c'est un problème géant. Moi, j'ai des sociétés, à la Fongip, nous avons 3 licornes. Donc, sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Imaginez les fondateurs de ces sociétés qui ont 20%, 25%, qui doivent payer les impôts chaque année, presque 1% de wealth tax, de fortune, sur la base d'un argent qu'ils n'ont pas. Pour moi, ça c'est un vrai problème. Et même les petits employés, les employés à différentes mesures. D'où le fait que souvent, c'est plus facile pour les sociétés d'arriver à payer l'impôt sur les capital gains que par rapport à payer l'impôt sur la fortune. Donc c'est là où il y a une distinction. Dans le sens que souvent même un entrepreneur dit « Moi je vais payer les impôts, je n'ai pas un problème à payer les impôts, mais jamais payer les impôts quand j'aurai l'argent. Quand la société va être vendue, je suis partant pour payer tous les impôts que vous voulez, mais pas maintenant. » Et ça c'est un vrai problème. Je me permets ici d'intervenir depuis l'audience. Merci Antonio de mettre le doigt sur un problème clairement identifié qui occupe et préoccupe la Chambre au plus haut niveau. Tu t'en entreviendras certainement avec le patron de la BNS. Je te remercie aussi de faire passer les messages auprès de la ministre en charge de l'économie qui doit avoir cette compréhension des enjeux parce que c'est un frein majeur et une perte de concurrence potentielle conséquente pour Genève. Donc là, il faut un sursaut économique. Merci de le souligner, on est naturellement à tes côtés. Oui, merci beaucoup. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je vois ces licornes qui commencent à imaginer de déménager, de déplacer le siège. Alors, est-ce que ça fait... Il faut comprendre que les licornes sont des animaux mythologiques, donc ça peut arriver une fois. Ce n'est pas ce qu'on vise, évidemment. On vise des PME, nous. Mais quand même, représente un élément de communication même. Et là, c'est le dernier point que je n'ai pas abordé, je vais clore ici, sur l'écosystème. C'est également l'aspect de la communication. Il ne faut pas avoir peur de communiquer les succès. Les succès amènent les succès. Et donc, à chaque fois qu'on a une société qui décide de partir parce qu'elle ne peut pas dire d'avoir trop de succès, pour moi, c'est un échec énorme.
Et donc ça, c'est le vrai problème. Voilà. Merci beaucoup, Antonio. Oui, Une dernière question rapide. Volontiers. On parlait tout à l'heure des difficultés de sourcer des talents Oui. pour une start-up. Oui. Dans la composante d'une start-up, dans l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, une chose qui est évidemment importante, c'est le time to market, dans l'innovation et surtout dans la technologie. Donc vous, à la Frangite, comment vous faites pour évaluer ce time to market entre une start-up qui a une proposition de valeur et vous, les experts, qui peuvent faire justement cette rencontre entre l'offre et la demande? Comment vous évaluez ce time to market qui reste malgré tout très subjectif? Oui. Bon, les time to market, c'est une des raisons principales pour lesquelles les startups justement ont des problèmes. Mais honnêtement, très rarement, j'ai vu faire avoir des échecs de sociétés à cause de ça. Et je m'explique. D'abord, pour répondre vite à votre question, c'est impossible parce que nous ne sommes pas plus d'entrepreneurs. Malgré notre rôle privilégié, on est toujours en retard par rapport aux tendances technologiques, on est toujours avec des informations limitées, on est toujours également avec des biais cognitifs. Parce que moi, je suis vieux désormais pour évaluer des projets d'un certain type. Donc, j'ai fait confiance aux entrepreneurs. Et les entrepreneurs qui arrivent sont des petites équipes, et finalement, c'est eux qui savent où aller. Est-ce que vous êtes trompé? Oui. C'est certain que vous êtes trompé. Donc, mais ce qui est important, ce n'est pas de se tromper, de pivoter vite. Donc, les go-to-market ou les product-market fit, comme on l'appelle dans votre cas, sont des choses qu'on va construire ensemble avec l'entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est l'entrepreneur qui guide. Nous pouvons simplement donner des éléments d'objectivité au plus vite, mais on est un sounding board. On ne peut pas intervenir activement parce qu'on est toujours en retard. Je fais l'exemple d'Overmind. Okay? Overmind, ils sont arrivés, il va dire Yann ce qu'il fait. Et je pense que même lui, dans sa tête, il a pivoté 3 ou 4 fois la manière comment il pense sa technologie, l'application de sa technologie. Et peut-être il n'a pas trouvé encore l'élément. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, je reviens à la base. La chose la plus importante pour les startups, n'importe lesquelles, c'est les talents. Les talents au niveau de l'entrepreneur, ou du groupe d'entrepreneurs, et les talents au niveau des personnes qui en engagent. Pour moi, les talents, c'est le vrai manque. L'argent, on le trouve, c'est les talents qui manquent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est maintenant qu'on te dit au revoir? Oui, pour ça, j'évite de vous dire au revoir. Alors, merci Antonio, au revoir. Peut-être, si tu as encore le temps de rester 2 minutes, peut-être que Marguerite vient se mettre. Comme ça, tu peux encore te poser 2 minutes si tu le souhaites. Moi, j'aurais peut-être dû réagir sur un point, sur l'ensemble des discussions qui a été faite, juste pour recadrer le fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du droit fédéral et du droit cantonal. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact. Et madame, quand vous dites qu'il faut augmenter les conditions, améliorer les conditions cadres d'engagement, le droit du travail, c'est en grande partie du droit fédéral, donc on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que si Antonio va parler après avec la BNS, là on a peut-être un impact sur le plan fédéral d'utiliser les bénéfices de la Banque nationale suisse. Puis quand tu parlais de l'imposition, ça on peut parce qu'on a un taux d'harmonisation aussi où on est lié par la décision de l'OCDE de faire un taux harmonisé à 15%, mais pour les entreprises à partir de 750 millions. Mais je voulais encore juste dire un dernier truc, c'était par rapport à ce qui a été dit, c'est que il y a aussi, en matière d'impôt, tu parlais de l'imposition des personnes qui sont actionnaires, mais ça aussi, c'est un impôt fédéral direct sur la fortune personnelle. Donc on n'a pas d'impact, on ne peut pas faire grand-chose à Genève sur ça. Juste réaliser ce point-là. Oui, mais on peut faire du lobbying efficace auprès des parlementaires fédéraux. Voilà, exactement. Oui, monsieur. Juste rebondir là-dessus. Donc, oui, c'est bien du droit fédéral, mais après, il y a quand même une marge de manœuvre au niveau cantonal. Oui, sur le revenu. Il est cantonal. Genève, c'est 1% d'impôt sur la fortune, de charge fiscale maximale. Zouch, de tête, je crois que c'est 0,23. Donc évidemment, le gap, il est énorme. Et puis en plus, il y a des conditions spécifiques dans certains cantons. Il y a des abattements qui sont prévus pour l'actionnaire qui travaille dans son entreprise, ce qui n'est pas le cas à Genève. Donc voilà, il y a quand même des distorsions de concurrence entre les cantons au niveau de la fiscalité, notamment de l'impôt sur la fortune. Merci. Je ne suis pas un spécialiste droit fiscal. D'ailleurs, juste une chose. C'est tellement vrai que justement les entrepreneurs, souvent, j'ai des entrepreneurs qui ont refusé les rulings fiscales. Parce qu'ils ont dit, finalement, ça ne sert à rien de ne pas payer les impôts pour le premier 10 ans. De toute manière, je n'aurai pas de profit, de bénéfice.
Mais il a essayé justement de négocier l'élément qui évidemment n'est pas négociable pour l'instant. Et là, c'est typiquement une chose au niveau cantonal qu'on devrait faire. C'est la fortune, l'imposition de la fortune. Et j'ajoute un élément qui est important, c'est que non seulement il y a le taux, mais il y a une méthode de calcul, de valorisation. Donc, le calcul qui est inventé, qui est conservateur, ça me coûte de le dire ici à Genève. Et ça, et la Chambre appuie de tout son poids pour faire modifier ce type d'approche. Et là, il y a un vrai enjeu d'attractivité. Puisqu'on est diffusé sur CNN, Madame Fischer nous entend, parce qu'il faut impérativement, et sinon les urnes lui diront qu'il y ait une inflexion qui soit apportée, et rapidement. Merci. Dans les rôles de l'État que Antonio mentionnait tout à l'heure, il y a les rôles de l'État client. Et sur ce point, j'aimerais donner la parole à Maren Knief-Clair. Parce qu'avec Mia et Noah, vous en avez fait la cruelle expérience de ce manque béant de l'État client. Dites peut-être en 2 mots ce que fait Mia et Noah, puis ensuite... Alors, ce qu'on fait chez Mia et Noah, c'est qu'on a réinventé un nouveau processus de consommation et de service de café emporté qui est entièrement sans usage unique. C'est-à-dire que niveau politique, ça a vraiment son actualité et sa pertinence, puisque le canton de Genève a été le premier à décider de réellement interdire l'usage unique à partir de 2025. Donc, nous, on a une solution pour laquelle on a réellement un besoin dans l'industrie aujourd'hui. Et ce qui se passe, et c'est justement la partie go-to-market, et qui pour nous, celle où on voit la chose la plus critique, en fait, on est très soutenu à Genève dans la création de nos projets, dans le pre-seed et seed stage, et on a multiples organismes, d'ailleurs, nous, on a été soutenu par la Fondetec, par la FONGIP, par l'OPI, donc on ne peut vraiment pas se plaindre. Et tout d'un coup, vous avez produit cette magnifique solution innovatrice, et puis là, vous voulez la déployer. Et il faut trouver les endroits. J'étais en train de regarder ce panneau, là, tout le temps. Et je me suis dit, tiens, des acteurs, soit des acteurs publics et les acteurs qui font partie de cet écosystème, doivent naturellement être ouverts à déployer nos produits. Et ça ne doit pas être cadenassé de manière contractuelle. Donc oui, j'ai rencontré des situations où dans les bâtiments publics, on vous dit, bah, j'ai la solution zéro déchet pour vous, c'est super, maintenant on peut digitaliser et puis consommer des produits locaux, du lait local, des LRG, ainsi de suite. Et puis on vous dit, oui, non, mais écoutez, nous on a un contrat d'exclusivité avec une multinationale qui est signée jusqu'à 2026. Donc là, vous êtes là en tant qu'entrepreneur et vous dites, bah, vous êtes sympa de m'avoir soutenu pour créer un produit. Et ce produit, vous m'interdisez ou vous me fermez la porte pour pouvoir le déployer en public. Donc ça, c'est un réel problème et je pense qu'il y a des mécanismes qui peuvent inciter l'industrie à nous ouvrir la porte, peut-être des ratios d'ouverture de marché qui doivent être réservés aux produits innovatrices de Genève qui sont soutenus par l'État. Peut-être tout simplement un annuaire de chouettes projets et concepts genevoises auxquels on peut accéder. Récemment, j'ai parlé avec un investisseur autour d'un tool CLA, Convertible Loan Agreement, et puis il me regardait et me disait « Attention avec des partenaires, tu ne dois pas te lier aux partenaires. Si quelqu'un a envie de te soutenir, le meilleur soutien, c'est d'être nos clients, en fait. » Et c'est là où ça manque, où tout d'un coup vous êtes là, et vous êtes en face de vos clients et tout cet écosystème-là. Et je regarde Pierce parce que lui, il développe un frigo connecté. On s'est rencontrés récemment. Et puis, il fait face exactement à la même chose. On vient ici, je vais dire le nom. Je viens ici à la Chambre de commerce pour participer avec mon ton personnel et par amour et plaisir pour l'entrepreneuriat. Et oui, il y a du Nespresso partout, comme toutes les solutions café. Et puis on me dit, non, mais cette machine-là, elle est seulement amortie en 2025, donc vous revenez, s'il vous plaît. En attendant... Non, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est amortie depuis longtemps. Très bien. Et on est ouvert à toutes les solutions créatives et la durabilité. C'est parfait, je vais vous envoyer une proposition. Et on va dépêcher le conseil. Merci, je vais vous envoyer ça aujourd'hui. Donc voilà, dans la réalité de la chose, dans notre travail, c'est ça qui se passe. Et puis c'est de ça qu'on témoigne au quotidien. Et encore une fois, on se plaint sur un très très haut niveau. On est numéro 1 en Suisse, c'est pas pour rien.
on a vraiment un chouette écosystème ici. On a juste l'impression que vos jeunes pousses, en fait, vous les soutenez super bien et après, on est jeté dans l'euro et là, on est tout d'un coup seul et vraiment entièrement seul contre les grands acteurs. Et puis, j'aimerais maintenant donner la parole à Jan Frackie, donc cofondateur CEO d'Ovomind, parce que vous, finalement, la France, elle ne vous a pas attiré, elle vous a plutôt fait fuir. Alors, effectivement, donc... Dites aussi 2 mots de ce que fait Ovomind. Bien sûr. Alors, chez Ovomind, en fait, on développe une technologie, on appelle ça l'affective computing, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer les émotions d'un utilisateur. Et donc nous, on utilise une méthode qui est les biosignaux. Donc on analyse les signaux physiologiques d'une personne pour pouvoir en extraire ses états émotionnels. Donc on est aussi issu de la deep tech, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de données pour entraîner des algorithmes qui reconnaissent un petit peu les patterns de certaines émotions dans la physiologie. Et nous, notre secteur d'activité, c'est le marché qu'on veut cibler, c'est le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est l'interaction machine la plus développée dans le monde, celle qui rapporte le plus d'argent, avec 300 milliards de dollars, je crois, dernièrement, et surtout qui a tenu dans toutes les phases critiques de l'économie, notamment le Covid. Donc c'est un marché qui est vraiment en essor, et les émotions aujourd'hui, c'est la clé de voûte pour avoir une bonne interaction avec une intelligence artificielle, parce qu'elle va comprendre si l'usager a apprécié ou justement il a pas apprécié ce qui s'est passé dans le jeu, dans l'univers. Et donc on va pouvoir corriger en temps réel le comportement de la machine. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que fait Ovomind. Sur le côté entrepreneur, effectivement, moi aujourd'hui j'ai entrepris dans 3 pays. J'ai commencé en France, j'ai été au Japon et maintenant je suis en Suisse. Je vais expliquer le cheminement. Et le niveau universitaire, je connais aussi 4 milieux universitaires. Je connais la France, l'Angleterre, le Japon et du coup la Suisse. Et donc moi, mon parcours, effectivement, j'ai commencé une start-up vers 2011 en France. Moi, je suis data scientist de formation. Et j'ai eu cette idée un peu folle d'inventer des bracelets connectés à l'époque. Et c'était pas du tout démocratisé, on me prenait pour un fou au début. Et j'ai travaillé du coup dans la difficulté de développer un bracelet connecté quand il n'y a pas du tout l'électronique développée pour, etc. Et en fait, c'est dans ce parcours-là aussi que j'ai appris comment on peut détecter les biosignaux à partir de ces objets. Et du coup, comment j'ai étendu après ma vision sur le marché, parce que je savais que ça allait être quelque chose qui allait être complètement adopté très rapidement. Et aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 600 millions ou 700 millions de bracelets connectés, peut-être je me trompe, mais dans le monde. Et puis la France, effectivement, donc moi j'ai bénéficié des aides qu'un entrepreneur en France, donc BPI, le système aussi crédit d'impôt, recherche. Alors il faut savoir que quand on a un projet vraiment innovant, déjà ça implique beaucoup de risques. Et du coup, il y a un côté mindset aussi qui est très important. Et en France, effectivement, on a ce problème-là, c'est qu'on est vraiment, on a peur du risque en général. Et c'est pour ça pour moi, il y a très peu d'innovation disruptive qui viennent de ce pays, parce que on a peur du risque et c'est dans toutes les mentalités, que ce soit du financeur à même l'entrepreneur. Donc effectivement, on peut bénéficier de ça, mais ça ne corrige pas, on va dire, de suite quand l'entrepreneur va commencer. En fait, il y a des choses qu'on n'a pas ailleurs. C'est notamment, on a des charges très rapidement. On a des contrats de travail qui sont très liants pour l'entrepreneur et des fois, ça peut lui coûter sa vie parce que souvent, sa vie entre guillemets de l'entreprise, mais parce que quand on est entrepreneur, on pivote. Et des fois, on pivote et on a un personnel qu'on a recruté qui est plus adapté du coup à notre projet. Et on est lié. Et si on veut casser ça, l'entreprise, plus ou moins, elle ferme. Donc il y a aussi derrière ce côté-là qui est très important pour moi, c'est que moi j'adore la liberté. Je suis courant de pensée de Milton Friedman ou Hayek. Je pense que l'innovation est liée à la liberté. Et l'innovation crée la richesse. Sans innovation, il n'y a aucune richesse. On l'a vu, tous
tous les systèmes qui ont essayé de monopoliser et arrêter les entrepreneurs et l'innovation sont effondrés. L'URSS, le parti nazi, etc. Donc la liberté, c'est pour ça que je suis venu, moi, à Genève, parce que c'est un pays... alors, la Suisse, en général, est très décentralisée au niveau du pouvoir. Effectivement, il y a le pouvoir fédéral, mais il y a encore ce pouvoir d'action, et notamment ce pouvoir démocratique, auquel je crois énormément, qui m'a vraiment motivé à venir s'installer ici. Au-delà de ça aussi, il y a l'aspect monétaire, parce que voilà, je crois au respect de la monnaie des nations. Et donc l'allocation de la monnaie est très importante pour moi. Et il y a des pays où on n'a pas de prise sur ça du tout. Donc voilà, pour la France, c'est pour ça que du coup, bon, moi j'ai fait une première startup, j'ai échoué ma première startup pour pas mal de raisons. J'ai appris beaucoup de choses aussi derrière ça. Et puis j'ai eu le pari fou de partir au Japon. Alors effectivement, pour moi c'était vraiment un challenge d'entreprendre au Japon. Et puis je me suis dit bon, ça peut pas être pire que l'expérience que j'ai eue en France. Et effectivement, donc le Japon, et j'ai vraiment apprécié l'écosystème japonais. J'en parle ici rapidement, mais donc on a gardé une société d'ailleurs là-bas. C'est très dynamique aussi, très centralisé. Alors là, c'est le contraire. C'est que du coup, au Japon, si on veut voir notamment à Tokyo, quand on veut discuter avec des decision makers, tout est centralisé dans la même ville. Donc on prend un train, on a quasiment tout le monde. Donc pour un entrepreneur, c'est très pratique. On a des meetings, ils sont très ouverts, aux meetings très tôt. Voilà. Donc après il y a ce côté discipline, propreté, tout ça que je retrouve aussi un petit peu en Suisse et qui m'attire. C'est vraiment le civisme qui est très important pour justement entreprendre de manière assez sécure et pouvoir développer son projet dans des bonnes conditions. Et pour revenir à Genève, donc effectivement, donc le côté universitaire et notamment de la recherche dans neurosciences, qui sont les domaines que je développe dans la société, sont très développés ici. Et notamment moi, aujourd'hui, je suis doctorant dans ce domaine en computer science et électronique, et j'ai un lien avec l'université de Genève, justement pour m'aider à développer les bonnes briques technologiques aussi. Et voilà, il y a InnoSuisse qui est là pour ça. Et ça, je trouve ça génial aussi. Voilà, après, l'environnement, je pense qu'il y a très peu d'environnement comme on a ici dans la région. Les montagnes, le lac, voilà. Après, ça, c'est le côté vraiment... Et quand j'étais à Tokyo, dans les buildings, et le béton, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me manquait aussi, c'est la nature. Et voilà, c'est... Donc moi, maintenant, ça fait 1 an que je suis à Genève, donc je suis étranger, je suis français. Effectivement, c'est mon expérience personnelle, donc après, il me manque du temps vraiment pour avoir un point de vue fixe et plus éclairci. Mais en tout cas, là, je suis très content d'être à Genève, notamment la Fongite m'a ouvert les portes et m'a permis de m'installer ici dans de bonnes conditions, avec de bons conseils. Donc ils nous coachent. Donc j'ai eu l'occasion, par exemple, d'être à Station F. On va dire, j'ai vu aussi les incubateurs dans le monde. On a été sélectionné par Fujitsu au Japon, donc des gros groupes d'IT qui font des accélérateurs et qui justement aident les startups. Et la Fongite n'a rien à envier. On est très bien conseillé. Il y a les financeurs autour. Il y a les locaux qui sont relativement raisonnables quand on veut s'installer, etc. Donc voilà pour ma part. Non, clairement, ouais. C'est bien réfléchi avec mon cofondateur. En fait, quand on a dû revenir du Japon à cause du Covid, on avait le choix de s'installer en Europe où on voulait, et on a vraiment choisi Genève pour ça, justement parce qu'il y a une proximité aussi par rapport à d'où on venait. C'était facile, on pouvait y aller en voiture. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments, il y a géographique, politique, monétaire. Il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on est venu ici. Ouais. Olivier Depierre, vous avez un tout petit peu évoqué le thème en rebondissant sur quelque chose qu'Antonio a dit à la fin. Pour vous, la visibilité, c'est vraiment une des conditions du succès de l'innovation. Est-ce que vous voulez un petit peu développer votre pensée ? Bah oui, la communication. Si on veut avoir de l'innovation, il faut dire qu'on en a envie.
en créant les conditions cadres. Alors moi, je vais donner une expérience à laquelle j'ai assisté. J'ai participé à un événement qui s'appelle Genève pour le bien commun, qui vient de Paris, dans lequel vous avez, je ne sais plus combien c'était, 8 ou 10 startups qui sont sélectionnées par ce comité pour le bien commun, donc, qui est une émanation parisienne, comme je viens de dire. Et puis, vous avez des gens qui vont lever leur panneau pour enchérir, pour donner des dons. Alors, ça va de 100 francs, l'incrément après, c'est 500, mais on peut faire comme ça et puis mettre 200. Après, c'est 1000 et 5000. Enfin, ils commencent par 5000, puis après, ils descendent. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens ont 4 minutes pour présenter leur start-up. Et puis, le succès est faramineux. Cette année, ils ont levé 480 000 francs. Il y a plus de succès à Paris. Pourquoi je trouve ça génial? Parce qu'on peut faire ça pas uniquement dans le cadre du financement, mais comme vous le disiez, Marlène, tout à l'heure, moi, j'ai pas de clients. Par contre, j'ai été incubé par la Fongite, puis après, j'ai pas de clients. Ben, imaginez que Genève, peut-être avec le pouvoir politique, peut-être avec la CCIG, organise un événement comme ça. Alors, il faut le financer, c'est clair, mais est-ce qu'à la clé, il y a aussi un petit enjeu de savoir qui est prêt à donner de l'argent, peut-être pas forcément sous cet angle-là, mais on peut élargir le concept à une vingtaine de startups sélectionnées par un comité spécial sur Genève qui viennent présenter leur idée en 3-4 minutes. Les gens voient le flyer avant et savent à quel endroit ils veulent venir. On peut mettre une grande salle et puis on crée en fait on crée un réseau. C'est une manière de communiquer comme ça, les gens qui voudront aller voir. Et puis alors, le critère de sélection, ce sera évidemment la capacité innovante. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Je n'ai pas l'impression que ça existe déjà en dehors de l'investissement ou du financement ou du don. Donc voilà, peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas, à moins que quelqu'un sait que ça existe déjà ou a une autre idée en la matière, mais ça, je pense que ça pourrait être sympa. Merci. Est-ce qu'il y a à ce stade une question? Non? Alors, moi, j'aimerais qu'on aborde alors un sujet avec vous, Marlène, un constat que vous avez fait en fait en cours de route, c'est la fragilité économique de l'entrepreneur qui a zéro prévoyance professionnelle. Et ce qui est vraiment un point auquel on ne pense pas souvent. C'est juste, je pense qu'on n'en pense pas souvent et on n'en parle pas souvent. C'est comme le gender gap. Parce qu'on a honte d'en parler, en fait, de la précarité, j'oserais presque dire, des entrepreneurs, et je regarde ceux que je connais autour de moi. Alors, si on veut créer un système qui est réellement favorable, ça voudrait dire qu'on ne doit pas se reposer sur l'ambition et la folie, j'aurais utilisé le même terme, d'un individu. Et c'est ce qu'on fait dans l'innovation, en fait. On fait confiance au fait qu'il y a des gens qui sont assez fous et assez dingues de prendre des risques, de déstabiliser leur santé financière complètement et de prendre toute cette responsabilité dans leur vie privée, mais tout en créant des emplois pour d'autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Je vous raconte tout simplement notre histoire. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est en levée de fonds? Une levée de fonds que malgré le fait que oui, il y a tout l'argent du monde, le financement à la base n'est pas un souci pour des hommes blancs. Donc, moi, ça, je rigole quand j'entends ça parce que 2% du capital d'investissement est accessible aux femmes entrepreneuses. Donc, je vous laisse imaginer quand une levée de fonds pour un homme blanc dure 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire pour Mia et Noah? Donc, ça, c'est juste une réalité statistique. Et qu'est-ce qui se passe pendant une levée de fonds? Qu'est-ce que je vais faire comme première chose? Biffer mon propre salaire et dire, bah, écoutez, pour la longévité et la santé financière de ma société et afin de pouvoir payer mes collaborateurs, qu'eux, ils sont assurés et du coup, ils ont accès à un droit de chômage aussi, je vais ne pas me payer de salaire. Donc, mon cofondateur et moi, nous ne sommes pas payés de salaire depuis 2 ans. On fait ça parce qu'on est convaincus par la réussite de notre projet et parce qu'on a priorisé les salaires de nos collaborateurs. Et afin de pouvoir faire ça, on prend des décisions qui sont difficiles et qui sont fortes. Et c'est normal pour nous parce que nous sommes des entrepreneurs. Mais la question que je me pose tout d'un coup quand je suis devant cette situation et qu'à la fin du mois, je paye le salaire de mes collaborateurs, je me dis, ah tiens, et si je me loupe, moi par contre, je ne suis pas protégée, je n'ai pas accès à une protection de chômage. En attendant, je n'ai pas cotisé non plus pour ma rente. Et ça, c'est quelque chose que personne voit. Ça m'arrive très rarement. Hier, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui m'a regardé en face et qui me dit « Et vous vivez de quoi, en fait ?»
Et pardon, vous vivez de quoi, oui. en fait. Oui. Et quand il m'a posé la question, je me suis rendu compte, comme c'est rare qu'on me pose la question, c'est peut-être en 3 ans, c'était peut-être la 2e fois qu'on m'a posé cette question. Ça, c'est quelque chose qu'en Suisse, on a tous des salaires et puis il y en a plein de gens qui vivent de l'écosystème start-up que nous sommes en train de nourrir, en fait. Mais nous, on est là sans aucune protection et sans salaire, en fait. Est-ce que je peux poser une question? Ah, je sens que vous brûlez. Je dois vous poser une question. Tout de suite. Et personne, nous, on n'est pas en train de se plaindre de ça. Et je ne voudrais même pas que quelqu'un me paye un salaire parce que j'ai envie d'être libre, c'est même pas ça. Mais juste peut-être qu'il y a une protection de base qui pourrait faire une différence énorme dans la comparaison cantonale. Et si tout d'un coup j'ai le choix entre le canton de Vaud et le canton de Genève, et s'il y a un mécanisme de protection, alors je pense que là, pour les entrepreneurs, le choix est absolument clair. Je pense que la réponse elle va plutôt se situer sous l'angle du positionnement du financement. Du coup, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous n'avez pas demandé à recevoir un salaire parce que vous avez compris, vous avez pensé que ça allait pas être un argument marketing suffisant dans lequel vous pensiez que vous n'allez pas montrer que vous croyez suffisamment au projet, parce que vous avez eu un financement? Ou est-ce que, dans le cadre de ce financement que vous avez reçu, il ne vous a pas été proposé d'être salarié? Non, vous voyez la différence? c'est pas ça. Alors, non. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Vous écrivez votre business plan en tant qu'entrepreneur et vous décidez comment vous dépensez de l'argent. Il y a 2 parties là-dedans. Il y a une partie communication, que les investisseurs, ils veulent voir que, numéro 1, vous avez faim. C'est ça. Vous avez besoin d'avancer rapidement parce que c'est difficile au quotidien. Si vous avez un salaire fixe de 10 000 francs, ça vous ralentit. Donc, je suis la première à vous dire ça. Par contre, donc, je vais chez personne pour demander un salaire. Je vais m'attribuer un salaire quand je sais que la longévité et la santé financière de ma société est d'abord assurée et de mes employés. Personne n'aura un problème avec ça. Donc, il y a une participation communicative là-dedans, mais il y a aussi, et en tant que femme qui fait une levée de fonds, il y a un moment de délai et de timing de la levée de fonds quand elle tombe dans une année 2022 où c'est compliqué et c'est encore plus compliqué pour les femmes. Et c'est une réalité statistique. Vous devez juste regarder votre cash burn, tout simplement. Vous gérez votre budget, ce n'est pas une condition à l'entrée, ça c'est clair, ça on est d'accord. Donc c'est vrai que les institutions qui nous ont soutenus avec du réseau et avec des financements aussi, naturellement, ça ne suffit pas pour réellement soutenir toute votre croissance et créer votre produit. Donc la Fongite, au niveau financement, Antonio dirait que c'est plutôt symbolique. Je peux vous donner le montant ici, c'est un montant en 5 chiffres. C'est clair qu'on ne paye pas 4 personnes une innovation pendant plusieurs années jusqu'au go-to-market avec ça. Donc il nous faut des ressources, tout simplement. Moi, j'aimerais savoir s'il faut oser s'octroyer un salaire et ensuite aller rechercher un nouveau financement, ou est-ce que... Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment une réalité mathématique. Encore une fois, quand on a suffisamment de ressources, on s'attribue un salaire parce qu'on est convaincu du fait que, premièrement, on fait du travail qui mérite un salaire et que c'est important aussi pour la durabilité de notre système et notre société qu'on soit content. C'est une question de seeding, c'est une question de stage de financement en fait, pas la première étape. Oui, mais c'est aussi, on le voit très bien, moi je suis au comité de sélection de projet de Jenny Lem, c'est une des questions qu'on pose évidemment. Est-ce que si l'entreprise se paye un salaire avant d'être sûre de pouvoir investir dans son développement, on va lui dire, écoutez, il y a un truc qui ne joue pas là, il faut soit que vous révisiez votre temps de travail. Est-ce que vous rencontrez un problème similaire ? Alors, moi, sur 10 ans, j'ai dû me payer 3 ans. Donc, je sais de quoi parle ma collègue. Mais, alors, effectivement, par exemple, c'était vraiment une question de financement. À l'époque, moi, sur ma première start-up, j'avais levé très peu de fonds. Du coup, j'allouais mes ressources dans les profils techniques qui me permettaient de mettre des briques. Même si finalement c'est nous qui influons toute la direction et la vision du projet. Mais c'est vrai qu'après c'est aussi il y a le revers de la médaille. Donc quand on entreprend, on alloue des actifs et après c'est vraiment à nous de penser que là je me serre la ceinture, et même si pour la famille c'est dur et tout. Mais c'est pour le bien du futur et pour accrocher plus de briques et arriver à un moment où on va pouvoir se payer. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Oui, alors Maxime, puis monsieur. Psychologiquement, comment vous traversez ces périodes qui sont intenses d'un point de vue du travail et finalement, comme vous l'avez très justement dit, rien au niveau financier pour vous. Quelles sont vos astuces, si on veut, pour passer cette période difficile? J'adore la question, Ouais, tu veux non, d'abord, vas-y. C'est vrai que c'est difficile à s'imaginer, mais ouais. Non, c'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça qu'il y a très peu d'entrepreneurs aussi. Hein. C'est que on se retrouve à une période où, moi je parle pour mon expérience, donc c'est l'incapacité de sortir avec ses amis, voilà, de faire n'importe quelle activité sociale, on va dire, où on est vraiment, on a le minimum, et puis on est focus sur son projet. Après, je pense que l'élément clé, c'est du coup, c'est de imaginer toujours là où on veut aller, voir que finalement on avance un petit peu, c'est ça qui nous tient, même si on a cette précarité sociale et financière. Mais voilà, à chaque fois qu'on voit qu'on met une petite marche, on a une énergie folle, surtout si on aime ce qu'on fait. Et moi, j'ai toujours aimé ce que je fais depuis 10 ans, je ne regrette pas une journée, quoi. Voilà. Marraine, opine du chef. Alors, oui, j'ai 2 mécanismes très clairs et très conscients pour ça. Je ne me dis pas, je ne gagne rien. Dans ma tête, je prends mon salaire du marché, qui est vraiment pas mal du tout, puisque je suis trilingue, j'ai fait des jolies écoles, j'ai fait un parcours aussi, moi, en tant que professionnelle avant d'être entrepreneuse. Et dans la tête, je prends ce salaire et je lui dis, je l'investis chaque mois. Je gagne bien ma vie, mais je réinvestis à la seconde, en fait. Ça, c'est mon mécanisme de me dire, OK, non, c'est pas rien, en fait. C'est un investissement actif, c'est le numéro 1. Et numéro 2, c'est exactement ça. On ne travaille pas, on est convaincu par une cause. On est tellement passionné comme un artiste, en fait, que pour rien au monde et pour aucun salaire au monde, j'échangerai ma vie avec une autre vie. Et ce qui m'aide au quotidien, c'est mes clients finaux. Donc hier, on a fait une petite action promotionnelle à notre emplacement à la Haute École de la Santé. Et j'ai vu une vingtaine d'étudiantes faire la queue devant mon bar à café pendant cette promotion. J'ai été euphorique pour le reste de la journée de voir ces jeunes femmes me regarder en me disant « Merci, c'est trop génial, votre truc, j'adore ». Ça m'a donné de l'énergie pour le reste de la semaine. Ça nous suffit, hein, on est vraiment des fous. Donc avec très peu, vous pouvez avoir beaucoup d'impact chez nous. Monsieur. C'était par rapport à l'idée de mettre son salaire au business plan en tant qu'entrepreneur. Peut-être que Marraine pourra me confirmer ou contredire, mais si on a le choix entre mettre 120 000 francs pour un salaire annuel dans son propre salaire ou l'investir dans son propre business où on y croit dedans, en règle générale, un investisseur a plutôt soutenir on va dire non merci. Qui préfère la personne qui investit dans son business que dans son propre personnalité. Mais peut-être c'est une question de phase, vous êtes d'accord? Si après vous êtes dans une phase de seeding où vous allez réussir à lever 2 millions, là ça entrera en ligne de compte. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que la phase la plus difficile, c'est celle du démarrage, quoi. Ouais. Autre question? Alors, moi j'en ai une pour Olivier. On n'a pas encore parlé de propriété intellectuelle, parce qu'à un moment donné, quand on invente des choses, c'est bien de s'assurer que personne ne va vous piquer l'idée. Et la propriété intellectuelle, ce n'est pas nécessairement les démarches administratives les plus simples. Oui, puis alors c'est un vrai sujet parce qu'on peut aussi en parler sous l'angle de la tokenisation ou sous l'angle de la blockchain, mais si on reste peut-être macro, je crois que l'Organisation européenne des brevets, par exemple, on peut parler de dépôt de brevets, on se rend compte que la Suisse est assez bien positionnée. Les États-Unis sont devant, je crois, avec 44 000 dépôts de brevets par an. La Suisse, je ne sais plus combien, mais au niveau cantonal, je crois que Genève est 5e. Derrière Zurich, qui augmente de 8% en matière de dépôt de brevets. Et puis, on est malheureusement derrière Vaud. Et je crois qu'il y a l'Argovie encore et Neuchâtel. Donc, 5e position pour Genève en matière de dépôt de brevets. Sous la propriété intellectuelle, bon, ben, le dépôt de brevet, ça me paraît être la première chose qui va qualifier l'innovation. Moi, j'ai une double casquette, parce qu'on n'a pas dit, mais j'ai été entrepreneur, mais je suis aussi musicien, je compose de la musique pour orchestre symphonique. Donc, en fait, j'ai la double casquette. Aujourd'hui, je suis salarié, je viens un conseil d'une boîte qui fait des softwares pour les banques en matière d'onboarding crypto, mais pour lesquels je dois gérer des escrow agreements sur la gestion de la propriété intellectuelle. Mais pour une start-up,
Le problème, c'est les coûts, parce qu'un dépôt de brevet, sous l'angle international, vous n'êtes pas couvert dans tous les pays du monde, ça vous coûte une fortune. Donc, c'est une phase où il faut signer, ça je vous le dis, conseil juridique d'amis, il faut signer non pas des NDA, il ne faut pas signer des Non-Disclosure Agreements quand vous parlez à quelqu'un, il faut signer des NCNDA, des Non-Competition and Non-Disclosure Agreements. Vous voulez, quand vous parlez de votre idée à une banque ou à n'importe quel acteur du tissu économique, vous voulez qu'il y ait une Non-Competition Clause, et puis vous voulez que vous engagiez, parfois c'est mutuel, ils demandent à ce que vous ne parliez pas d'eux, typiquement une banque qui va vous faire signer un NCNDA, vous n'allez pas compétiter, si vous permettez de avec la banque. Donc ça c'est hyper important, et puis en plus un NCNDA sans clause pénale, si vous le violez, c'est 100 000 francs, ça vaut rien. Mais après évidemment, quand vous demandez du financement puis que vous allez parler de votre idée, les gens ne vont pas accepter d'avoir une clause de pénalité. Mais je pense qu'il faut essayer de vendre ça, non-competition clause dans les NDA. Ouais, alors je vois que ça résonne beaucoup chez vous. Vos expériences, Maren? C'est vraiment une dépense, la protection IP, c'est exactement ça. Déjà, des décisions stratégiques, vous devez prendre en amont dans quel territoire est-ce que je protège et qu'est-ce que je protège. Est-ce que je protège Mia Inoue au Japon, au UK, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est des décisions stratégiques un peu préméditées qui en plus coûtent de l'argent au mauvais moment, en fait, là, quand vous ne l'avez justement pas. Donc il faut faire par étapes. Nous, je pense qu'au niveau IP, nous, on était assez malins de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses de manière tout à fait consciente aussi. Donc il faut avoir une longue haleine et une vue stratégique, mais plutôt à 5 à 10 ans pour faire le IP correctement. Et le financement du IP, ça c'est un gros problème, oui. Avant que on va écouter ce que vous allez dire, mais ce qui est très grave aussi, c'est que parfois il y a des accords qui sont mal rédigés parce que justement vous avez besoin d'argent. Et puis le grand danger de ne pas avoir pris un conseil juridique à temps, alors pas moi, je ne suis pas au barreau en ce moment, mais c'est pas pour moi que je fais de la pub, mais c'est que vous pouvez vous faire voler votre IP sans vous en rendre compte parce que vous avez été mal conseillé au début ou vous avez justement pas fait ces accords correctement en matière de confidentialité. Je sens que vous serez pris d'assaut au moment du café tout à l'heure quand on terminera. Et Yann, votre expérience dans cette matière? Oui, effectivement, c'était toujours les postes de dépenses les plus importants pour une boîte tech. En fait, on dépenserait rapidement des dizaines de milliers d'euros dans des brevets. Mais pour en revenir après sur la partie vraiment IP, c'est vrai que moi j'aime bien le point de vue d'Elon Musk qui lui a ouvert totalement ses brevets et qui dit qu'un brevet en fait c'est un billet pour faire un trial, quoi, un procès dans quelques années. C'est assez intéressant. Je pense que parce que le brevet au final, ça met une protection, mais si on n'a pas l'argent pour se défendre, on va mourir. Donc finalement, le seul intérêt, c'est pour les investisseurs, les rassurer. Mais moi, je crois plus en la data, justement, vraiment accumuler de la donnée, parce que l'or d'aujourd'hui, c'est la donnée. Et justement, la donnée, c'est inviolable, quoi. Si on l'a, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus on voit comme Proton qui ont des systèmes en Suisse qui protègent localement. Et je crois vraiment à cette démarche. Voilà, donc effectivement, j'avais pas pensé pour le competition, mais moi je pense que la meilleure protection, c'est la précaution dans les échanges. On peut s'y NDA et puis au final, on fait très attention à ce qu'on délivre dans les meetings, on n'ouvre pas nos fichiers. Je pense que c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir parce que sur les 10 ans d'expérience, peut-être qu'on m'a piqué certaines idées, je me suis même pas rendu compte. Tant il y a des projets qui sont issus de certaines discussions, etc. Donc on n'a aucun moyen finalement de tracer. On n'est pas aussi dans les machines de nos compétiteurs. Donc on ne sait pas s'ils ont mis des choses. Donc c'est très compliqué même d'estimer le brevet, la protection, même s'il en faut, parce qu'il est, voilà, comme je disais, c'est pour rassurer les capitaux. Mais voilà, ça c'est vraiment mon point de vue sur la partie IP. Je peux encore réagir parce qu'il y a deux choses. Il y a la partie open source, dont on n'a pas encore abordé, et puis la partie protection des données, qui est une bombe à retardement thermonucléaire globale. On en parlera si on a le temps. Mais sur la partie, c'est génial ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui ne déposent pas de brevet parce qu'en fait leur solution est difficile à copier, ou le temps d'aménagement pour arriver à une solution similaire est long.
Donc là, le meilleur choix, effectivement, c'est l'open source. On le voit beaucoup dans la conception de smart contracts sur des blockchains, parce qu'en fait, on bénéficie de l'écosystème, on bénéficie de l'apport des autres geeks qui viennent dire « tiens, il y a une erreur dans ton machin », etc. Et puis en fait, on va créer des applications, on va créer de l'entrepreneuriat et de la commercialisation par-dessus quelque chose qui est gratuit. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est sur la protection des données. Ça, et surtout pour vous, et même Proton, hein, le fait que vous ayez des noms, prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, sont des choses qui sont protégées par la loi fédérale sur la protection des données et par le règlement général sur la protection des données. Et là, malheureusement, il y a des choses, et je le sais bien, parce que voilà, en tant qu'ancien responsable juridique de banque, on savait qu'on ne peut pas être compliant avec le RGPD. Aucune société aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que le RGPD est en vigueur, ne peut être 100% compliant avec le RGPD. Ça veut dire que si vous avez, permettez-moi, un emmerdeur qui est un joueur, qui participe à une plateforme ou qui, de manière ou d'une autre, est lié à votre société, ou client, qui vient tout d'un coup vous envoyer un courrier recommandé, merci de m'envoyer copie de toutes les données que vous avez me concernant, c'est un droit qu'il a. Après, il y a des réponses, en tant qu'avocat, qu'on peut répondre pour le bloquer un petit peu, pour lui dire, mais pourquoi tu veux ces données? Parce que si vous savez qu'il prend ces données pour vous attaquer, alors vous avez une jurisprudence du tribunal fédéral qui vous autorise à ne pas les donner. Et puis à partir de ça, il a aussi le droit de vous demander de détruire intégralement toutes les données une fois que la relation est finie. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que maintenant, on fait du sharding avec les données en matière de conservation sur les serveurs. C'est-à-dire qu'on les coupe en petits morceaux, on les crypte, et puis parfois, avec les backups, plus personne est capable de dire qu'on a détruit une donnée dont une personne est titulaire. Donc c'est un problème qu'il faut garder à l'esprit, essayer de faire au mieux. Mais il n'y a aucune solution viable sur la protection des données à long terme parce que le droit est beaucoup trop strict. Y a-t-il une question? Alors, je poursuis. Si vous aviez chacun de vous une baguette magique et que vous pourriez modifier une condition cadre de l'innovation, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous manque dans le tissu genevois et vous dites s'il pouvait exister tel processus ou telle aide ou tel accès à une ressource, qu'est-ce que vous choisiriez d'un coup de baguette magique? Qui veut commencer? Ah non, les entrepreneurs d'abord. Okay. J'ai été entrepreneur plein de fois, mais là c'est vous en ce moment. Non, je réfléchis. Effectivement, ce qu'a dit Antonio, c'était intéressant, et ça fait partie du système français. Ça peut accélérer l'innovation. Voilà, en France, on a avec BPI, quand il y a une levée de fonds et qu'on a du privé, de l'equity, il y a un abondement qui est fait. Donc, en fait, ils doublent leur levée de fonds. Bon, ça ne les empêche pas de couler 2 ans après, mais en gros, on a un système qui permet d'accélérer, de multiplier sa levée de fonds. Surtout au début, c'est important parce qu'on va avoir du mal avec notre projet qui a encore des risques au début à avoir des capitaux. Et s'il y a un abonnement qui est fait, ça peut être des subventions ou même du convertible, comme un système Venture Key il y a des systèmes comme ça. Je pense que c'est important et ça peut accélérer l'innovation en général. Et les projets innovants. Voilà. Donc le mécanisme de matching. Matching, oui. Ouais. Marraine? Accès au financement de dette, peut-être via des garanties fédérales et cantonales données aux banques. Donc aujourd'hui, en tant que start-up, on fait une tournée autour des banques, grand radius, parce qu'on sait qu'ils veulent ne pas nous voir. Ils considèrent une start-up en tant que start-up à partir d'un EBITDA d'1 million ou plus. Donc, quand vous entendez ça en tant que start-upper, naturellement, vous ressortez de la banque rapidement. Oui. Je vous vois dans quelques années, merci, au revoir. Donc ça, debt financing. Et la deuxième chose, c'est une incentivisation de l'industrie pour onboarder nos produits et pour les accepter. Donc je pense que par exemple, s'ils avaient des avantages d'impôt à retenir un produit qui provient d'une innovation genevoise par rapport à une multinationale internationale ou externe à la Suisse, ça nous aidera énormément. Olivier. Moi, je dirais justement cette communication par rapport à... je reprends cette idée du monstre event, peut-être qu'il faudra que je le fasse, parce que finalement, vous allez connecter le marché avec les clients directement.
Parce que c'est vrai que le financement des banques, ben, vous êtes early stage, ils ne veulent pas de vous. Après, c'est en général du private equity, donc il faut aller voir les personnes privées. Et puis, peut-être juste un tout petit biais en matière de tokenisation. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas, selon les règles financières des régulateurs financiers, la plupart dans l'Union européenne et en Suisse, créer un jeton pour lequel vous avez un marché complètement décentralisé, ouvert, où les gens peuvent vous acheter. Ça complique parce que vous avez dans votre bilan de la crypto-monnaie qu'il faut rechanger en monnaie fiat, comme on dit en francs suisses. Mais surtout, ces jetons-là, ils sont qualifiés de produits financiers parce que quand vous vendez votre jeton, si vous n'êtes pas à même à délivrer les droits qui sont attachés à ce jeton, vous allez être considéré comme recherchant un investissement. Et puis du point de vue de la FINMA, par exemple, cet exemple, mais c'est pareil dans pratiquement toute l'Union européenne, la personne qui va acheter votre jeton va se considérer comme un investisseur. Donc du coup, vous avez une réglementation qui s'applique à vous, puis vous avez créé un instrument financier. Donc, je voulais juste faire ce biais-là. Mais la communication, pour mettre en lien, dans le cadre d'un événement, les gens qui ont un produit qui est prêt, qui ont passé le POC, puis qui sont en production, avec le marché, effectivement. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier nos panélistes, à moins qu'il y ait tout à coup une question parmi vous. Quelque chose me dit que vous allez les garder pour le moment du café. Une fois, deux fois, trois fois. Oui. Juste un commentaire pour revenir sur la propriété intellectuelle. C'est aussi, d'un côté, de voir aussi comme un investissement. C'est quelque chose qui augmente la valeur de la société. Et en fonction, dans le domaine où vous êtes actif, les sociétés valent uniquement par le savoir-faire créé et par la propriété intellectuelle. Et sans aucun produit sur le marché, elles peuvent se vendre à des millions juste sur cette valeur intangible en fait. Et c'est un peu comme ce que vous avez parlé aussi de votre salaire. Vous ne versez pas le salaire, mais c'est comme un investissement. Là, c'est pareil. C'est vrai qu'il peut tomber au mauvais moment, mais là, de nouveau, il y a des investissements au niveau cantonal et fédéral en fait, qui vous permettent de passer un peu, comment dirais-je, d'amoindrir ce coût et de le passer en fait mieux. Mais voilà, je voulais dire, c'est juste un investissement en fait qui peut être valorisé plus tard. Mais early stage, vous n'arrivez pas. Pardon ? Early stage, ils n'ont pas les moyens. Tous les investissements qui seront valorisés plus tard, il vous faut quand même le cash ce jour-là. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, mais il y a aussi des techniques à repousser en fait l'arrivée, en fait, le moment où il faut dépenser le plus. Donc il y a toute une stratégie en fait à mettre en place. C'est juste, mais celui qui a déjà déposé de l'IP, qui sait que là, alors dans ces factures-là, il n'y a zéro flexibilité. C'est une ordonnance et puis vous le payez même le même jour. Hein. Il n'y a même pas une mensualité qui est possible. C'est un honoraire upfront, c'est comme chez le notaire. Ouais, voilà, peut-être quelque chose à creuser, obtenir le paiement à tempérament des dépôts. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. On se retrouve au petit déjeuner. Merci à vous. Merci, Alexandre. Merci. Intéressant tout ça. Yes, yes. Écrire un livre avec les notes.